Relaciones Exteriores de Uzbekistán. Doy ahora la palabra al excelentísimo señor Iván Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Distinguidas jefas y jefes de delegación, ministras y ministros, embajadoras y embajadores, señor presidente, a lo largo de estos últimos días hemos escuchado en esta Asamblea General dos narrativas. Una, el discurso de los oligarcas y sus satélites que pretenden gobernar el mundo, y otra, la de los pueblos dignos que luchan por su soberanía e independencia. Los oligarcas, dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos de América, arremeten contra la Carta de las Naciones Unidas con el objeto de... Je donne maintenant la parole à son Excellence Iván Gil Pinto, ministre du Pouvoir populaire pour les Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela. De corporaciones privadas, organizaciones no gubernamentales y otro tipo de estrategias para desconocer la soberanía de los estados. Esto lo han denominado un orden basado en reglas. Distinguidas, conforme con ello, las oligarquías recurren... Mesdames et messieurs les chefs de délégation, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, les ambassadrices, monsieur le Président. Au cours de ces derniers jours, nous avons entendu à l'Assemblée générale deux types de discours. L'un, celui des oligarques et de leurs satellites qui cherchent à dominer le monde, et l'autre, celui des peuples dignes qui luttent pour leur souveraineté et leur indépendance. Les oligarques, dirigés par le gouvernement des États-Unis d'Amérique, s'attaquent à la Charte des Nations Unies dans le but de détruire cette organisation de l'extérieur et de l'intérieur, ce qu'ils ont presque réussi. Pour ce faire, ils encouragent l'implication d'entreprises privées, d'organisations non gouvernementales et d'autres stratégies visant à bafouer la souveraineté des États. C'est ce qu'ils ont baptisé un ordre fondé sur des règles. Les oligarchies, non contents de cela, recourent à des expressions politiques que nous pensions avoir déjà dépassées, comme le fascisme et le nazisme. Ces courants politiques d'imposition et de domination promeuvent le suprémacisme blanc, le racisme, la xénophobie, ainsi que d'autres expressions qui sont normalisées avec l'appui des grands monopoles médiatiques internationaux et des réseaux sociaux, qui sont au service de l'impérialisme et du néocolonialisme, qui appuient leurs plans visant à créer des tensions, à fabriquer des conflits, à opposer les peuples. Au moment où nous parlons ici, les bombes tombent sur Gaza, où Israël a assassiné des dizaines de milliers de filles, de garçons, de femmes et d'hommes innocents, avec la complicité des gouvernements des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne. Le plus grand crime d'extermination et de génocide depuis celui perpétré par Hitler lors de la Seconde Guerre mondiale est en train d'être commis. Aujourd'hui, ils cherchent à exporter leur haine et leur destruction dans toute une région, en bombardant, en assassinant des innocents au Liban, en Syrie et en essayant de déstabiliser la République islamique d'Iran. Il s'agit là d'une véritable menace pour l'humanité et pour la paix mondiale. Une nouvelle forme de terrorisme a été utilisée au Liban avec la complicité d'entreprises privées qui gèrent des chaînes d'approvisionnement, des technologies de grande consommation. Il s'agit d'un précédent grave qui met en danger la sécurité mondiale. Ils bombardent également des infrastructures civiles au Liban, tuant des innocents, comme ils le font d'ailleurs à Gaza. Israël est devenu une machine de mort qu'il faut arrêter immédiatement. Mais au lieu d'arrêter le massacre et de traduire les responsables en justice, les puissants insistent pour étendre la guerre à l'Europe et à d'autres parties du monde par le biais de blocs militaires tels que l'OTAN. Après la défaite de l'Ukraine dans leur aventure nazie, ils ont maintenant l'intention d'apporter la guerre et le terrorisme à la Russie, qui, comme l'histoire nous l'a appris, sera toujours victorieuse. L'expansion de l'OTAN menace également la paix en Amérique du Sud avec l'installation de bases militaires
et ce, avec la complicité des gouvernements de l'Argentine et de l'Équateur, qui sont leurs laquais. Les discours de haine stimulent et promeuvent le terrorisme dans ces différentes manifestations. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, des attentats, des tentatives d'assassinat, la déstabilisation, l'agression de peuples souverains, comme celui du Venezuela, sont planifiés. Pour cela, ils utilisent les technologies de l'information et de la communication, et en particulier les réseaux sociaux, qui sont contrôlés par les hommes de paille de l'Empire, qui fabriquent véritablement des guerres psychologiques visant à exploiter les sentiments de haine et de destruction sans aucune forme de contrôle. À cela s'ajoutent les cyberattaques contre les infrastructures critiques vitales, y compris les services publics, les banques, le secteur pétrolier, les systèmes électoraux, comme ça a été le cas dans mon pays le 28 juillet dernier. Monsieur le Président, comment pouvons-nous progresser sur les questions de paix et de sécurité alors que l'organe chargé de les préserver est pris en otage par les États-Unis, dont le gouvernement s'obstine à garantir l'impunité à ceux qui violent le droit international? Nous répétons depuis cette tribune notre solidarité indéfectible avec le peuple palestinien, peuple frère que nous soutenons avec détermination dans sa juste cause et dans tous les efforts visant à préserver un horizon politique clair qui préserve la solution à deux États, et ce, conformément aux frontières d'avant 1967. Nous nous félicitons du fait que, pour la première fois dans l'histoire de cette Assemblée, la délégation de la Palestine siège avec nous en tant qu'État de plus. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent d'assurer son adhésion immédiate et à part entière à cette organisation. Nous nous demandons également comment nous pourrons mener à bien le processus de décolonisation si nous insistons sur le maintien d'un statu quo qui ne favorise que les puissances occupantes et administrantes. Nous exprimons ici notre pleine solidarité et notre ferme soutien à tous les peuples qui luttent pour leur droit inaliénable à l'autodétermination. Des peuples qui luttent pour parvenir à la pleine indépendance et pour être les véritables maîtres de leur destin, de leurs terres et de leurs ressources. Il est temps que les aspirations à la liberté de nos sœurs et frères du Sahara occidental, de Porto Rico, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Bonaire et de tant d'autres territoires se réalisent enfin. Le Venezuela est un pays qui a une profonde vocation anticoloniale, hérité de notre lutte pour l'indépendance et de notre libérateur Simón Bolívar. Et c'est pourquoi nous faisons nôtre avec détermination toutes ces grandes causes que nous avons historiquement assumées comme étant les nôtres. Nous sommes déterminés à contribuer à la fin du colonialisme sous toutes ses formes et manifestations. Dans le même ordre d'idées, nous continuerons à exiger la restitution des droits de souveraineté sur l'archipel des Chagos et les îles Malvinas à leurs propriétaires légitimes, la République de Maurice et la République argentine. Malgré la trahison de la cause des Malvinas par Javier Milei, le peuple frère argentin pourra toujours compter sur la solidarité et le soutien total du Venezuela dans cette juste revendication historique. Aujourd'hui encore, les peuples du monde continuent de payer le prix des malheurs hérités du colonialisme d'empires comme le Royaume-Uni, qui a commis des crimes sur tous les continents et qu'il tente aujourd'hui d'effacer de nos mémoires en toute impunité. L'un de ces crimes, dont les effets néfastes persistent encore, est la dépossession des droits souverains du Venezuela sur notre Guyana Essequiba. Ce vol remonte à la politique expansionniste et violente de l'Empire britannique sur le territoire vénézuélien tout au long du XIXe siècle et qui a cherché à s'imposer en 1800. Les États-Unis d'Amérique et le Guyana violent la déclaration conjointe d'Argyle, mettant en danger la paix, la sécurité, la stabilité régionale, et notamment par la présence militaire d'acteurs extra-régionaux et l'octroi illégitime de concessions pétrolières dans une zone maritime non délimitée. Nous saisissons cette occasion pour répéter notre engagement ferme en faveur de la proclamation par la CELAC faisant de l'Amérique latine et des Caraïbes une zone de paix. Il est temps que le Guyana démontre son engagement à l'égard de cette proclamation, du dialogue, du respect mutuel, de la tolérance et de la compréhension, revenant ainsi à l'accord de Genève de 1966. L'application illégale de mesures coercitives unilatérales contre des peuples entiers par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne représente une violation
flagrante de la Charte des Nations Unies et de toutes les règles du droit international. Ces mesures constituent des violations massives des droits humains, y compris du droit au développement. Il s'agit également de véritables crimes contre l'humanité. Nous répétons notre appel à la levée complète, immédiate et inconditionnelle de tous les soi-disant régimes de sanctions et blocus qui sont aujourd'hui appliqués contre plus d'un tiers de l'humanité, y compris 30 millions de Vénézuéliens et de Vénézuéliennes. Nous exprimons notre solidarité avec nos sœurs et frères du Bélarus, de la République populaire démocratique de Corée, de Cuba, de l'Érythrée, de l'Iran, du Nicaragua, de la Syrie, du Zimbabwe et de tant d'autres qui subissent quotidiennement les effets de ces politiques criminelles. Monsieur le Président, des peuples dignes qui luttent pour leur souveraineté et leur indépendance ont également fait entendre leur voix dans ces espaces et ils doivent être entendus. Le Venezuela est aujourd'hui confronté à de nouvelles formes de colonialisme. Depuis plusieurs années déjà, le gouvernement de Washington a lancé une expérience néocoloniale qui vise à détruire par tous les moyens notre système démocratique, nos institutions, notre souveraineté, notre indépendance, ainsi que le droit inaliénable de notre peuple à l'autodétermination. Il s'agit d'un grand plan de recolonisation qui vise à détruire notre République par le biais d'un coup d'État permanent. Et toutes les options ont été et restent sur la table pour mettre en œuvre ce plan. De l'application cruelle et inhumaine d'un blocus économique, commercial et financier féroce, assorti de près d'un millier de sanctions qui a coûté à notre pays plus de 642 milliards de dollars, et ce rien qu'au cours des 7 dernières années. À cela s'ajoutent les pertes de notre entreprise pétrolière publique qui s'élève à 232 milliards de dollars, ainsi que le vol de 31 tonnes d'or déposées à la Banque d'Angleterre, ainsi que d'autres actifs importants qui appartiennent à notre République et qui étaient à l'étranger. Et ce, sans oublier le vol par l'Argentine et la République dominicaine d'avions au service de l'État vénézuélien. Le Venezuela n'est pas le seul pays à souffrir de cet interventionnisme, qui est profondément enraciné dans la tradition colonialiste de la doctrine Monroe, qui continue à faire la traque à toute expression d'indépendance politique sur notre continent, comme dans le cas de la courageuse Cuba et du Nicaragua, qui sont toujours libres. Ils encouragent également des coups d'État, comme en Bolivie en 2019 et en 2024. Ils attaquent sans merci et avec l'appui des oligarchies locales le gouvernement du président Gustavo Petro en Colombie et du président Xiomara Castro au Honduras. Tout notre soutien et notre solidarité avec ceux-ci. Le 28 juillet, comme il est de coutume dans notre démocratie révolutionnaire, le peuple vénézuélien s'est exprimé de manière consciente, pacifique et massive pour élire, avec toutes les garanties, la transparence et la liberté possibles, le chef de l'État et du gouvernement vénézuélien pour la période 2025-2031. Le président Nicolás Maduro a été réélu avec un soutien clair et écrasant. Après cette grande victoire populaire, les oligarques de mon pays ont eu recours, une fois encore, au mépris des lois et des institutions et ont généré une violence criminelle qui a fait 27 morts, des centaines de blessés et la destruction de biens publics et privés. Avec l'aide de bandes criminelles, ils ont dressé des barricades, incendié des écoles, des hôpitaux et des institutions publiques. Ils ont même assassiné des citoyens ordinaires en raison de leur appartenance politique. Vous ne verrez rien de cela dans les grands médias. Pire encore, le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, qui, bien qu'ayant reçu toutes les informations sur ces actes criminels et sur les actions responsables de l'État vénézuélien, a préféré transformer les victimes en coupables et les coupables en victimes. Ces derniers jours, cette campagne fasciste et de désinformation contre nos pays a été alimentée depuis cette tribune. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique et ses gouvernements satellites ont menti, attaqué, menacé notre peuple depuis ce lieu qui est un symbole de paix et de compréhension, en essayant d'imposer un faux discours. Mais nous venons, une fois encore, présenter la vérité sur le Venezuela et sur notre peuple. Nous venons aujourd'hui démasquer tous ces imposteurs.
Monsieur le Président, à la tête de cette opération, nous trouvons, comme d'habitude, le gouvernement des États-Unis et ses agences. Mais c'est une politique de coup d'État continu contre la révolution bolivarienne du Venezuela qui échoue. Depuis le territoire des États-Unis, en particulier depuis la Floride, des attentats terroristes sont planifiés contre des fonctionnaires et des installations publiques. Ils utilisent également les réseaux sociaux en toute impunité et avec le soutien de la Maison-Blanche pour promouvoir des incursions de mercenaires, comme ça a été le cas en mai 2020. Alors, bien que Washington nie toute implication, ils ont été pris la main dans le sac. Les enquêtes sur les derniers complots d'agression ont montré que plusieurs mercenaires américains et européens, dont un officier militaire américain en activité spécialisé dans les opérations terroristes et de déstabilisation, étaient à l'origine de ces violences au lendemain des élections. Ces criminels ont avoué qu'ils avaient l'intention d'assassiner le président Nicolás Maduro, le vice-président et plusieurs hauts fonctionnaires de l'État vénézuélien. Ils avaient également prévu de s'attaquer à des infrastructures essentielles, telles que l'eau et l'électricité. Tous ont été capturés, y compris 2 personnes liées au Centre national de renseignement espagnol. Plus de 400 fusils de différents types ont également été saisis, dont certains qui sont exclusivement utilisés par les forces armées des États-Unis. Dans les semaines à venir, notre gouvernement présentera des preuves plus nombreuses et plus solides de ce qui s'est passé, et elles surprendront le monde entier. Monsieur le Président, une phase supplémentaire de ce plan criminel d'agression a été développée ces derniers jours par l'intermédiaire d'un autre groupe de mercenaires. Celui-ci a créé une page web dans ce pays pour collecter de l'argent afin d'attaquer le Venezuela et de commettre des assassinats. Cette initiative bénéficie du soutien public d'agences gouvernementales, de membres du Congrès et de sénateurs américains. Le discours hypocrite de l'oligarchie ne condamne pas une telle chose. Il faut souligner ici l'obligation des États de veiller à ce que leur territoire ne soit pas utilisé pour financer, planifier, faciliter ou commettre des actes de déstabilisation ayant recours à l'utilisation de mercenaires et de terroristes. Et nous exigeons que le gouvernement américain respecte ses obligations internationales en la matière. Nous soulignons également que ces complots terroristes, planifiés depuis des mois, ont eu lieu en même temps que les négociations et la signature d'accords entre le Venezuela et les États-Unis à Doha en septembre dernier. Ces accords avaient pour objectif de progresser vers la normalisation des relations entre les 2 nations. Il s'agit d'une preuve supplémentaire que l'on ne peut pas se fier à la parole et à la prétendue bonne volonté de l'Empire. Le peuple vénézuélien exige le respect immédiat des engagements pris à Doha pour lever toutes les mesures coercitives unilatérales qui pèsent illégalement sur notre pays aujourd'hui. Et nous remercions le gouvernement de l'État du Qatar pour ses bons offices en tant que facilitateur de ces négociations. Par ailleurs, tout cela se produit alors que le gouvernement des États-Unis, qui promeut et finance des actions criminelles dans le monde entier, inscrit Cuba sur une liste fallacieuse de pays qui soutiendraient le terrorisme, et ce, sans aucune preuve. Nous exigeons également la cessation de cette attaque contre la patrie de Martí et de Fidel qui ne fait qu'aggraver le blocus. Monsieur le Président, cette nouvelle agression contre le Venezuela qui continue à se dérouler connaîtra exactement le même sort que toutes les précédentes, un échec retentissant. Malgré les opérations psychologiques visant à susciter la confusion, malgré les opérations tant manifestes que secrètes menées par Washington, dans le cadre d'une politique dite de pression maximale, la paix sociale règne aujourd'hui au Venezuela. Les plans visant à créer de la violence ont été mis en échec grâce à la fermeté de notre peuple dans la défense de son droit à vivre en paix. Aujourd'hui, le Venezuela connaît par ailleurs une croissance qui lui permet de prendre part à la dynamique économique mondiale en contribuant à la production d'énergie, d'aliments et de biens et services. Cela a été possible grâce à la détermination du peuple vénézuélien
et à une direction ferme qui a su faire face au blocus. Dans cette conjoncture, notre appel au peuple libre et pacifique du monde, c'est de renforcer l'unité face à ceux qui cherchent à nous diviser pour réaliser leur plan de domination néocoloniale. Il est temps pour le Sud global, il est temps pour ce nouvel ordre mondial tant attendu, il est temps de consolider ce nouveau monde pluripolaire et multicentrique de paix et de prospérité économique, sans hégémonie. Il est temps de sauver les principes fondateurs de la Charte des Nations Unies. Il faut honorer le fait que cette organisation est au service de nous les peuples, comme le stipule son préambule. Le Venezuela met sa diplomatie bolivarienne de paix au service de l'humanité pour avancer dans cette direction, comme le démontre son leadership à la tête du groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations Unies. Ce sont les principes sur lesquels se fonde le discours des peuples libres, qui s'expriment dans les nouvelles formes d'associations fondées sur les principes de solidarité et de complémentarité, comme l'alternative bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, les BRICS et d'autres horizons, une source d'espoir d'un nouvel ordre mondial émergent dans lequel notre pays s'insère et s'intègre. Monsieur le Président, permettez-moi de conclure en soulignant qu'au Venezuela, nous sommes toujours debout. Nous poursuivons la bataille main dans la main avec notre peuple, dans l'organisation et la mobilisation populaire permanente, dans la lutte pour continuer à consolider notre indépendance. Peu importe qui sera à la tête de l'impérialisme américain et s'exprimera à cette tribune dans un an. Soyez assurés que la voix claire et rebelle du peuple de la République bolivarienne du Venezuela continuera d'être présente ici, sous la direction ferme du président Nicolás Maduro. Avec Bolivar, nous disons Dieu accorde la victoire à la constance. Merci. Muchas gracias al ministro del Poder. Je remercie Monsieur le ministre du Pouvoir populaire pour les Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela.